Salut à tous, c'est Bismart. On est reparti. 1 heure de débat autour de l'actualité économique du moment. On va reprendre d'ailleurs, et peut-être même qu'on fera pas d'autres sujets, on va bien voir. Mais on va reprendre cette discussion qui me passionne, dont je vous ai parlé à de nombreuses reprises. On en parlait d'ailleurs il y a 2 jours avec nos invités. Est-ce que la guerre en Ukraine, l'attaque russe marque un point de rupture dans notre histoire? Voilà, on va le dire avec des grands mots. Et quand on avait pu, et je l'ai dit à de nombreuses reprises, ici comme moi, s'illusionner sur la fin de l'histoire, est-ce que c'est une forme de fin des illusions? Il se trouve que François-Xavier Oliveau est avec nous, vous le connaissez, il vient très régulièrement nous voir. Il avait écrit un bouquin l'année dernière, très optimiste. J'avais dit, il est encore plus optimiste que moi, je ne savais même pas que ça existait. Donc on va voir comment il voit tout ça. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, François-Xavier Oliveau, salut François-Xavier, directeur associé Initiative et Finance. Voilà, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, directeur associé Initiative et Finance. Jean-Christophe Alquier, salut Jean-Christophe. Salut cher Stéphane. Fondateur Alquier Communication. Nicolas Duep, salut Nicolas, fondateur d'Alchimie. Donc François-Xavier, je commence avec toi, donc grand témoin du Figaro. Caramba. J'étais très fier. Samedi, tu étais le grand témoin du Figaro. Voilà. Comme je dois avoir été un des premiers à t'interviewer, pas très très loin. Hein, voilà. Absolument. Voilà, super. Et donc, la phrase clé, trêve de plaisanterie, parlons de choses sérieuses. J'ai du mal à voir cette guerre comme un nécessaire retour du tragique qui nous ramènerait à une ère de conflit. Elle semble au contraire plutôt être une anomalie abominable de l'histoire, la résurgence hideuse et anachronique d'un âge de rareté où l'enrichissement se faisait par la conquête. Quand on fait l'interview dans la presse écrite, on dit une phrase comme ça? Ou tu l'écris? Non, c'est parce que... c'est très très bien écrit. Ça fait beaucoup d'absurdités depuis 20 ans, tu vois, François-Xavier, je me disais. C'est-à-dire, l'idée, effectivement, c'est un sursaut de l'ancien monde. Globalement, c'est ton idée. Hein. D'abord, c'est quand même un sacré sursaut. Ouais. Puissant, violent. C'est sûr. Moi, j'ai commencé ma carrière en étant grand reporter, etc. On ne semblait... on ne faisait que ce qu'on appelait des guerres de faible intensité. Quelle que soit la profondeur du drame, l'Algérie, c'est une guerre de faible intensité dans les années 90. La Yougoslavie, c'est une guerre de faible intensité. J'ai vécu les derniers feux de l'Irlande, guerre de faible intensité. Les derniers feux du Liban, guerre de faible intensité. Là, la Tchétchénie avait déjà commencé à revenir forte intensité, mais il n'y avait pas les bombardements aériens. La Syrie. Bien sûr, mais j'allais y venir. J'allais y venir. Ça fait de sacrés sursauts. Et donc, tu as eu effectivement l'Irak, tu as la Syrie. L'Irak, à la limite, tu peux dire, c'est les États-Unis qui mettent la forte intensité, c'est-à-dire les bombardements aériens. La Syrie, non, ça y est, c'est parti. Et là, tu te retrouves au cœur de l'Europe. Tu as quand même un peu l'impression d'une progression linéaire dans le mauvais sens. Voilà, François-Xavier. En fait, tu as raison, c'est la vraie question. La question, c'est est-ce que c'est une anomalie de l'histoire ou est-ce que c'est un tournant? Voilà. Et objectivement, on ne sait pas y répondre aujourd'hui. Moi, à titre personnel, je pense que c'est une anomalie, mais ça va dépendre, en fait, pour moi, de comment Poutine sort de ce conflit. Et littéralement, Poutine individuellement. Autrement dit, est-ce que ce conflit démontre que la guerre paye ou qu'elle ne paye plus? Et que c'est une façon efficace de résoudre les conflits? Ma perception et mon espoir, en tout cas, et c'est ce que j'explique dans le papier aussi, et ma lecture, c'est que Poutine va sortir affaibli de ce conflit à titre personnel en tant qu'autocrate. Donc il va vraisemblablement, à mon avis, se couper assez considérablement de ses oligarques, et probablement se couper, ou en tout cas s'éloigner de son peuple, potentiellement se couper de son armée. De façon évidente, se couper de tout le monde occidental, et il affaiblit aujourd'hui son pays, et il représente aujourd'hui un passif pour son pays. Aujourd'hui, le risque pays de la Russie a augmenté, et il augmentera de façon définitive tant que Poutine sera au pouvoir. La dépendance européenne au gaz et au pétrole russe, elle va être activement réduite. Ça va être... Et donc, si tu veux... Aujourd'hui, Poutine, en lançant cette guerre, s'affaiblit et affaiblit sa propre position personnelle vis-à-vis du reste du monde. Ça ne veut pas dire que ça va pas mal se finir. Hein, donc je suis un optimiste réservé. Mais ce que je dis, c'est voilà. Il faudrait qu'il finisse comme Saddam Hussein dans un trou avec une barbe de 3 semaines. Tout à fait ce que je dis, mais en tout cas, la conséquence de la guerre pour Poutine, elle va donner un signal à tous les autres qui pourraient être tentés par la guerre, et on pense tous effectivement à la situation Chine-Taïwan par exemple, c'est est-ce que la guerre paye? Sur le terrain, clairement, elle a du mal à payer. L'hypothèse d'une invasion rapide et d'un Ukraine qui se soumettait rapidement, elle est complètement balayée. Il y a des pertes considérables au niveau de l'armée russe qui a du mal à progresser de façon évidente.
La prise de Kiev, je veux dire, le siège de Stalingrad, c'est 1 million de soldats. Hein. Et ils ont mis 8 mois à ne pas le prendre. Donc tu vois, la prise de Kiev avec les 100 000 soldats qui est autour, ça va être très compliqué. À ce propos, je me permets, mais rendre hommage à... C'est une consoeur d'ailleurs, hein, une jeune consoeur, spécialiste militaire. Son papier très long dans Le Monde d'hier, qui est sorti, je suis perdu avec Le Monde à chaque fois, enfin bref, Le Monde d'hier, est absolument remarquable sur la situation militaire. Disons à peu près ce que tu dis, c'est-à-dire effectivement Kiev, même, enfin visiblement les Russes sont en train de construire des défenses autour de leur position, autour de Kiev, donc voilà, ils sont là pour... ils s'enterrent en quelque sorte. Pour s'enterrer, voilà, exactement, ils sont là pour s'enterrer. Et donc, si tu veux, le temps joue quand même, à mon avis, contre Poutine, parce que plus... Et tu crois que ça sert de leçon ? J'en sais rien. C'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère que ça serve de leçon. C'est ça mon point, en fait. C'est que si on s'aperçoit... En fait, historiquement, les conflits n'ont pas payé sur la fin du XXe siècle. L'Algérie, c'est un départ des Français. Le Vietnam, c'est un départ des Américains. L'Afghanistan, c'est un échec pour les Russes, puis pour les Américains. Enfin, tous les grands conflits de ce type-là ont été gagnés par les défenseurs et ont été des sources de coûts et de problèmes très longs pour ceux qui les ont conduits. Oui. Et donc, ce que j'espère, c'est que ça se continue. C'est-à-dire que, dans cette logique-là, la vision que j'espère de ce conflit, c'est qu'il confirme qu'en fait une guerre de conquête est quasiment impossible, que 200 000 soldats pour occuper 44 millions d'habitants, ça ne marche pas, et que quelque part, la conséquence d'avoir lancé ce conflit, ce soit un échec politique pour celui qui l'a déclenché. C'est ça Alors, ça ne veut pas dire que derrière, tu n'auras pas un dérapage et le pire reste possible. Donc, je veux dire, je suis... c'est la conclusion de l'article du Monde, effectivement. Mais l'idée que la guerre, ça paye, mais ça ne paye plus, pour moi, c'est l'enjeu de ce conflit, en fait, à terme. Oui, c'est la vraie question. Peut-être pour boucler avec ton pitch, Stéphane, l'ancien monde a-t-il disparu ? Non. L'ancien monde coexiste partout avec le nouveau monde sur cette planète. C'est vrai. Simplement, nous, occidentaux, bercés par notre développement économique, la croissance, le welfare qui se répand à travers cette mondialisation à laquelle tout le monde a aspiré et à laquelle tout le monde a contribué, a laissé de côté des zones géographiques, des systèmes politiques, des pays entiers qui, eux, continuent de vivre dans l'ancien monde. Et c'est finalement l'erreur de l'Occident par rapport à Poutine. Au-delà, j'allais dire, des complaisances politiques, de l'indulgence que l'on a pu avoir pour le dirigeant, on a oublié simplement que la Russie régressait comparativement ou relativement au reste du monde. Ce qui est vrai pour la Russie est vrai de tout un tas d'autres pays. Quand on évoque des dictateurs fous et susceptibles encore de détruire des populations, de détruire des infrastructures, de détruire des économies, il y en a un autre qui est au pouvoir et qui a été soutenu par Poutine, c'est Bachar al-Assad. Alors effectivement, on peut toujours se dire que la Syrie, c'est un pays marginal. Néanmoins, ça a été... Tu sais, ce que tu dis me fait penser, alors François-Xavier, tu auras toi la référence exacte en tête. Mao Tse-tung, donc parlant de la Russie comme d'un tigre de papier, oui, mais il a des dents atomiques. Ça doit être tournant des années 60, fin des années 50, tournant des années 60. Ça. Voilà, c'est ça. Hein. C'est exactement tigre ça. de papier, mais il a des dents atomiques. Après, sur ce qu'on évoque, moi, je ne crois pas du tout aux leçons de l'histoire, je ne crois pas du tout aux leçons politiques. Il y aura toujours, à un moment donné, des systèmes de pouvoir et des systèmes politiques qui n'auront pas retenu la leçon. Parce que, finalement, comment dire, l'essence même de la politique, l'essence même du pouvoir, peut conduire sans, j'allais dire, contrepoint institutionnel à ce type de dérive autocratique jusqu'à l'usage de la force ultime. Et il est bien là le risque. C'est qu'aujourd'hui, on peut toujours se bercer d'illusions sur l'entourage de Vladimir Poutine. Va-t-il le faire tomber ? Va-t-il véritablement le lâcher ? Le mec a un tout petit système sur lequel aujourd'hui il investit quasiment $1 milliard par jour de conflit et il ira jusqu'au bout. Le bout étant... lui seul le connaît. Lui seul le connaît, exactement. Voilà, lui seul le connaît. Oui, Nicolas. Moi j'ai une lecture un peu dynamique de la chose, c'est un peu comme une pile d'assiettes.
On empile les assiettes et puis on a une première qui se décale et puis au bout d'un moment, la pile d'assiettes tout en haut, il y en a une qui tombe. Et ça reprend ton image de faible intensité parce que tu as des conflits de faible intensité. Alors on a eu la chute du mur et puis après on a la Serbie et puis petit à petit, la Serbie... Poutine était déjà là. Tout le monde a bougé entre-temps, mais lui, il était déjà là. Et donc, à un moment donné, on a un gars qui ressort les vieux dossiers que nous-mêmes, on a oubliés. Et donc, l'intensité se fait avec la violence avec laquelle l'assiette tombe. Et quand on regarde juste la photo, c'est sûr que c'est toujours un peu estomacant. Mais quand on regarde la dynamique de la pile de l'assiette, on comprend un peu les choses. Et je pense que là, on a un choc qui nous ramène dans l'histoire, la vraie histoire, celle qui est une succession de faits et qui rappelle les fondamentaux de la souveraineté. Quand on veut discuter, il faut maîtriser son énergie, il faut maîtriser son arme, il faut maîtriser son alimentation. Si on ne discute pas, quand on est les Allemands, d'un seul coup, on découvre que c'est bien beau de vendre des voitures de luxe et des bidules à travers le monde, mais que quand on est dépendant à 100% de son énergie, qu'on n'a pas d'armée et puis que pour l'alimentation, c'est encore pas très clair, eh bien, à un moment donné, la vraie histoire revient et repose les vraies questions. Donc moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Une fois que tu as dit ça, tu es plutôt optimiste. Mais non, mais parce que c'est un peu, je dirais, avec un réflexe un peu de père de famille, quand on veut une famille avec des enfants qui s'entendent bien, etc., il faut poser un cadre et il faut revenir sur des valeurs et poser des vraies questions. Mais personne ne pose le cadre, c'est bien le problème, Nicolas. Alors, mais moi, ça ne m'empêche pas d'être optimiste en me disant qu'on a une chance de pouvoir ça fait 70 ans qu'on cherche un cadre sans le trouver. On avait quand même posé, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on a quand même posé un cadre avec l'OTAN, on a posé un cadre avec l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, ce cadre-là, on l'a un peu oublié. C'est quoi la démarche de l'OTAN à la base? Et c'est quoi la mission aujourd'hui? Il faut peut-être un peu les réconcilier, quoi. Donc, en posant ça, je ne cherche pas à trouver des excuses à la Russie. Je dis juste que c'est une occasion pour nous de revenir sur nos fondamentaux, de redevenir forts. Oui, mais revenir sur les fondamentaux que tu décris, ça veut dire jeter aux oubliettes ces fameux dividendes de la paix. Ça veut dire qu'on revient sur une logique de... Comme tu dis, l'OTAN était état de mort cérébrale, avait dit Emmanuel Macron. Voilà. Tout à coup, c'est l'heure du réarmement. Réarmement, quand on a fait un peu d'histoire, on sait ce que ça veut dire. Il y a sans doute une leçon qu'on a oubliée, et c'est là où je te rejoins sur les fondamentaux. La démocratie, ça se défend. Ça ne va pas de soi. Et ça peut même nous conduire à la défendre par la force. Pardon de cette évidence, mais à un moment donné, la démocratie n'est pas en given. Et l'ordre est le gage de la liberté. Donc si on ne met pas un minimum d'ordre, eh bien à un moment donné, on passe à autre chose et puis on est rappelé à la réalité. Moi, je voudrais quand même rappeler une chose il y a quand même une évolution très très positive depuis 70 ans de la paix et qui se mesure objectivement. Quand tu regardes le nombre de personnes qui sont tuées dans des conflits, qui sont tuées par la violence dans le monde rapporté à la population, c'est un chiffre qui ne fait que diminuer et dans des proportions considérables de plusieurs ordres de grandeur. Donc c'est des divisions par 10, par 100, etc. depuis la fin de la guerre. Donc quand on dit qu'on n'a pas construit, c'est en fait on a construit. En fait on a énormément progressé. La violence a considérablement régressé. Ce qui rend cette guerre encore plus intolérable, c'est que... Je voudrais voir les courbes sur 2019, 2020, 2021. Il y a un rebond dans les années 2010. Non, mais attends. Et donc, c'est ça la question. Est-ce que ce rebond est une anomalie ou un tournant ? On revient à la question. Tu vois quand même bien tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit depuis maintenant un mois, donc, puisque ça fait un mois, mais te replonge dans quasiment le climat des années 60. De même que tu as eu dans les années 80 un réarmement et une tension géopolitique entre l'URSS à l'époque de Brejnev et les États-Unis de Reagan, où il y a eu une hausse de la tension. Alors c'était après Brejnev, mais oui, c'est ça. C'était après Brejnev. C'était Tchernenko et Andropov. Les euromissiles sont à l'est, les pacifistes sont à l'ouest. Exactement. Et donc 86. Il y a eu quand même, dans les un peu avant, dans les années 80, voilà. 84, 85. En gros, regarde, donc entre 81 et 88, il y a eu un sursaut de tension considérable, et il y en aura certainement un. La question, c'est est-ce que c'est un sursaut ou est-ce que c'est une inversion ? Moi, je pense que c'est un sursaut, mais effectivement, on est incapable de le dire. Et je pense que c'est un sursaut parce que ce qu'on a aussi démontré, c'est la puissance du modèle démocratique. C'est-à-dire que ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on avait vécu pendant le Covid un exemple de décroissance, c'était pas très sympa, et là, on vit un exemple de démondialisation.
C'est-à-dire qu'on coupe la Russie. Tiens, les chiffres là, attends, juste, on reprend notre discussion, hein, mais les chiffres que donnaient les Échos ce matin sont très spectaculaires. Il faut que je retrouve ça. Donc, je crois que c'est l'université d'Yale qui a fait. Voilà. Les Échos parlent d'expérience de démondialisation à vitesse accélérée. Je trouve ça remarquable. Université d'Yale. Sur les 430 principales firmes et marques multinationales implantées en Russie, seulement un quart y est encore actif et à peine 24 n'ont pas réduit la voilure. Donc continue, seuls 24 des 430 principales firmes multinationales installées en Russie continuent business as usual. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça montre la puissance et la vertu de la mondialisation. Je crois exactement le contraire en fait. Mais non, au contraire, ça te montre en réalité. Ça n'arrête pas la guerre, François-Xavier. Rien. Mais encore une fois, attends, je veux dire, t'es jamais à l'abri d'un accident de l'histoire. Et la question, c'est est-ce que c'est un accident de l'histoire ou un tournant, encore une fois. Mais ça n'arrête pas la guerre, mais ça met une pression sur le régime russe qui est considérable. Ça affaiblit la position de Poutine de manière considérable. Et donc, en fait, ça montre globalement que la démondialisation, c'est un perdant-perdant. C'est perdant pour les Russes, c'est évidemment perdant pour les Ukrainiens, c'est aussi perdant pour l'Ouest, parce qu'on va avoir un pouvoir d'achat qui augmente. Donc, toutes les logiques de dire, ah là, il faut s'isoler, il faut se démondialiser, en fait, on démontre, par exemple, que c'est un facteur inflationniste considérable, que c'est un facteur de perte de richesse. C'est Ricardo dans le texte. Nicolas. Moi, ce que je trouve, c'est qu'avec le raisonnement simpliste qui consiste à dire Poutine est un méchant, il a déclenché la guerre, on occulte tout le vrai sujet qui est la guerre des intérêts. Parce que chaque pays a son intérêt. Donc, quand on construit un gazoduc Nord Stream 2, ça veut dire que le gaz va transiter via la mer, il va plus transiter via l'Ukraine. Donc, ça va faire des milliards en Ukraine en moins. Et donc, c'est qui les intérêts à ce moment-là ? Quand on a besoin de la Crimée, c'est Sébastopol, on maîtrise toute la mer Noire, on maîtrise aussi l'Empire ottoman turc, et donc on comprend Poutine. Et en fait, on est sur un millefeuille d'intérêts, et je pense qu'on passe pas assez de temps, et d'ailleurs, il y a quelques papiers de temps en temps qui sont faits par des géostratèges qui sont absolument passionnants sur qui sont les intérêts de qui, à quel endroit, contre qui. Et dedans, d'ailleurs, je pense qu'on a un président qui a quand même bien intégré tout ça, et qui essaye de faire valoir les intérêts. Mais on revient à une guerre d'intérêts. Et je pense que la mondialisation est quand même la bonne réponse de ça, parce que c'est finalement un milieu ouvert où chacun fait valoir ses intérêts, sauf que de temps en temps, il y a un accident, il y en a un qui sort les muscles un peu plus violemment, parce que on est en train de jouer avec des intérêts qui sont des intérêts vitaux. Et voilà, donc c'est là où il faut faire attention, quoi. Non, juste je dis, parce que je lis un peu les notes pour vous donner un peu d'infos. L'un des beaux symboles quand même de cette révolution au sens propre, hein, voilà. C'est ce qui se passe sur l'agriculture, quoi. C'est-à-dire qu'en une semaine, on a bazardé tous les programmes mis en place par la Commission européenne depuis 5 ans pour essayer de réduire l'usage des pesticides, essayer de faire de l'agriculture raisonnée, essayer de décarboner un tout petit peu l'agriculture. Oui, puis on va chercher du gaz de schiste aux États-Unis qu'on ramène en bateau, et donc l'écologie est passée au 3e rang, quoi. Oui, d'ailleurs, visiblement, il faudra vérifier ça, mais il y a un petit mystère là-dessus, c'est que ceux qui scrutent les puits pétrole de schiste qui normalement se rallument comme des mobylettes dès que les cours remontent, visiblement en ce moment ils ne se rallument pas. Donc voilà, enfin bon, bref. Oui, Non, mais tu as raison de citer l'agriculture, et là aussi pour rebondir sur ce qu'il vient cette idée de retour en arrière, oui, que je ressens assez profondément. Alors, tu peux le lire comme un retour en arrière, ou le lire comme effectivement un rappel des fondamentaux. L'agriculture étant l'un de ces fondamentaux. Moi, ce qui m'intéresse par rapport à l'économie, la démondialisation, oui, mais pas l'agriculture intensive à coups de pesticides, tu vois, c'est ça le sujet. Ouais, voilà. On est d'accord. Et normalement, la mondialisation des marchés, la croissance des échanges et la montée en gamme de l'ensemble du monde devaient petit à petit te prémunir de cette agriculture intensive à coups de pesticides. Oui, c'est ça. Et c'est toute la thématique de la démondialisation dont on parlait tout à l'heure. Moi, ce que je trouve assez intéressant dans cette affaire, pour en venir peut-être aux entreprises et notamment aux grandes entreprises présentes en Russie, et plus particulièrement... L'une d'entre elles que tu connais particulièrement bien ? Oh, j'en connais 2 ou 3. Hein. Tu sais, j'ai travaillé pour Total, j'ai travaillé pour Société Générale, donc voilà, pour Renault. Donc j'ai vu ces groupes s'installer en Russie. Moi aussi. On les a vus, on les a regardés ensemble. On les a regardés ensemble, effectivement. Ce que je trouve très intéressant, alors peut-être que là, ma mémoire me trahit, mais j'ai le sentiment que pour la première fois, les entreprises se retrouvent au cœur de la problématique de la condamnation du conflit, etc., et sont utilisées
comme des instruments de diplomatie. Dans mes souvenirs, alors ça et là, il y a eu des affaires d'entreprises mêlées à des conflits. Rappelons-nous l'histoire de Lafarge en Syrie avec Daesh, etc. Mais là, tout de suite, le levier capitalistique, le levier des grandes entreprises françaises a été utilisé, pas que françaises d'ailleurs, européennes, mondiales, pour mettre une pression diplomatique, mettre une pression politique. Et là, en fait, on a assisté à deux grands types de réactions, pour en revenir aux intérêts. Ceux qui avaient des intérêts qui étaient, somme toute, limités, et notamment ceux qui avaient faiblement investi sur le territoire, mais qui se contentaient de commercer d'une certaine manière. Donc les groupes de luxe, Donc les groupes de luxe, les groupes américains, etc. Eux ont disparu du jour au lendemain. En 48 heures, il n'y avait plus personne. Et puis derrière, on a ceux qui sont employeurs, avec des investissements lourds, actionnaires de groupes russes. Et là, on est sur des enjeux qui sont beaucoup plus complexes. Alors, ce que j'ai observé, que ce soit chez Renault, que ce soit avec Pouyanné chez Total, ou que ce soit aujourd'hui avec Frédéric Oudéa et Rosbank, c'est que, en termes de communication et en termes de positionnement, le discours est totalement illisible. Totalement illisible. Mais bien sûr, mais tu sais pourquoi. Alors ça aussi, François-Xavier, ça rentre dans le discours. Ensemble, on a vu grandir ces aventures. C'était justement des paris sur la crise de l'abondance. Et la fin de l'histoire. Et celui avec lequel j'en ai le plus parlé, c'est Frédéric Oudéa. Ouais. Alors c'est une vieille histoire, la Société Générale en Russie, commencé par Bouton. Mais Oudéa l'a embrassé parce que c'était l'idée que, mais bon Dieu, ce grand peuple, toute sa culture, tout ce qu'il représentait, toute la richesse intérieure potentielle de la Russie. Ou ce que Ghosn a fait chez Avtovaz pour le marché russe. François-Xavier. N'anticipe pas la fin du conflit. Il va être obligé de partir. Attends, l'idée... Je voudrais refaire un parallèle avec la crise du Covid, parce qu'on est encore en état de choc. Là. Ça fait un mois que ça a démarré, cette guerre, littéralement, au jour pour jour. Ou quasiment, et on est au tout début. Un peu, remettons-nous un mois après le début de la crise du Covid. Absolument personne n'aurait pu imaginer qu'en 2 ans, on aurait pu mettre en place des vaccins, etc. Enfin, que la réaction aurait pu être à ce point-là. Et tu aurais dit, au bout d'un mois de crise Covid, les amis, dans 2 ans, on aura 4 ou 5 milliards de personnes vaccinées dans le monde, double dose d'un vaccin qui n'existe pas pour un virus qui n'existait pas il y a 3 semaines. Tout le monde aurait dit, mais arrêtez, n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé. Donc il faut pas négliger la capacité de réaction de collective, en fait. Et en réalité, moi, je trouve qu'elle était assez impressionnante depuis un mois, cette capacité de réaction. Et en fait, l'histoire, elle n'est pas écrite à la fin sur la Russie. La Société Générale reviendra un jour en Russie, Renault reviendra un jour en Russie. Enfin, non, mais attends. Dans longtemps, et justement, tant que Poutine sera au pouvoir, ce sera probablement un point faible, et donc ça veut dire qu'il va devenir de plus en plus impassible pour son pays, donc ça le met en position de fragilité. On verra comment ça va se terminer, mais ça le met en position de fragilité, objectivement. Et donc, cette crise-là, c'est une crise, elle sera surmontée un jour. Je ne sais pas comment elle va se terminer, et encore une fois, il faut être super prudent, mais mais ton image de vaccin est effectivement pertinente. Sauf que la science ne peut pas faire grand-chose à un conflit. Non, mais c'est pas la science. Non, je plaisante. C'est l'économie. Mais c'est l'économie. Je l'ai dit ici. Vous l'avez tous vécu. Je ne sais pas comment vous avez pris votre première dose de vaccin, mais il se trouve que moi, dans ma commune de banlieue, c'était organisé, mais de manière impeccable, incroyable, et j'ai été fier de mon pays, et ça s'est monté comme ça. Même expérience. Mais incroyable. Donc même expérience. Tu as raison. Et en fait, l'économie va réagir comme ça va accélérer la transition environnementale, ça va accélérer la prise d'indépendance du gaz russe et des hydrocarbures, ça va accélérer les procédures de validation de centrales photovoltaïques au sol qui traînaillent un peu, et maintenant faire de l'obstruction sur un projet photovoltaïque, ça va être quasiment de la collaboration avec la Russie. Enfin, non mais attends, c'est ça qui va se passer. Et ça va faire qu'on va travailler sur l'indépendance énergétique. Enfin, il va se passer une réaction ultra positive. Encore une fois, je ne sais pas comment va s'écrire l'histoire, mais peut-être que dans 2 ans, dans 3 ans, on dira, en fait, ça a été un choc, comme le choc pétrolier a fait qu'on a abandonné le Concorde et qu'on a travaillé sur le rendement des moteurs. Enfin, je veux dire, c'est la même chose. Et donc, tu as la capacité, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, ce que l'histoire récente montre, c'est que la capacité de réaction de la démocratie et de l'économie de marché,
en fait, elle est hallucinante. Elle est très forte. Nicolas. Ah oui, mais moi je souscris, je signe des deux mains, parce que je pense qu'il faut qu'on revienne sur les vraies questions. Et en fait, tous ces sujets d'armée, des sujets de souveraineté, qui étaient des sujets presque un peu tabous à la Commission européenne. C'était pas tabou, c'était dividende de la paix, ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien, exactement. D'un seul coup, alors que certains disaient, mais attendez, quand même, à un moment donné, il pourrait y avoir que... Et on les écoutait pas. Et donc, d'un seul coup, on entend moins les wokistes, et puis on parle un peu plus des vrais sujets. Et donc là, je pense que c'est une véritable opportunité aussi pour nos entreprises, parce que quand on dit il faut rééquiper les différents pays, je veux dire, l'industrie de l'armement française, elle n'a pas été démantelée, elle est quand même encore là. Donc c'est une opportunité. Monter une armée européenne, on va peut-être y arriver à un moment donné. Les sujets sont ouverts, les gens sont prêts à discuter. Donc moi, je pense que c'est des bonnes opportunités qui doivent être saisies. Moi, j'en suis... Attends, François-Xavier, Jean-Christophe, question quand même précise, justement. Donc, Pouyanné, il y a 2 jours, il est quasiment en larmes à la radio. Voilà, il faut aller écouter ça quand même sur RTL, parce que Yannick Jadot accuse Total de crimes de guerre. Tu dis communication illisible. Oui. Enfin, il m'a semblé assez clair, quoi, en disant le jour où l'Europe m'interdit le gaz, j'arrête le gaz. Visiblement, vous en avez encore besoin. Moi, je ne sais pas comment faire sans. Donc, pour l'instant, on continue le gaz. Alors, 2 choses. D'abord, il y a une tradition historique et culturelle chez Total. Remember l'Iran. Et le fait que Desmarais avait tenu ferme sur les embargos, etc. Et il avait continué d'entretenir la relation avec l'Iran. Donc Thierry Desmarais, le prédécesseur de Christophe de Margerie. Voilà. Exactement. Je ne doute pas du légalisme du groupe. Simplement, il y a une tradition dans les firmes pétrolières de tout temps. Malheureusement, qui est de dire quoi? La tradition, c'est quoi? La tradition, qui consiste à dire, si la carte des ressources naturelles collait parfaitement avec, la carte de la démocratie mondiale, on n'aurait pas produit beaucoup d'énergie au service du développement de l'Ouest du monde. On reste à tout prix et on les emmerde. La tradition, c'est on va jusqu'au bout, on va le plus loin possible, et au moment où véritablement la sanction nous tombe sur la tête, on arrête. D'accord. Donc il faut que tu aies quand même en tête ce background culturel, historique, chez Total, mais c'est valable dans tous les groupes énergétiques mondiaux, on va le dire comme ça. Deuxièmement, moi je la trouve assez lisible dans la mesure où, d'une certaine façon, tout s'est fait par reculades successives. Il a quand même mis du temps à prendre les positions qu'il a prises sur RTL l'autre jour. Ils ont mis du temps à décider sur les hydrocarbures, mais restent sur le gaz. Après, que les contraintes économiques, financières du groupe soient bien réelles. Pas du groupe, de l'Allemagne, de l'Europe. De l'Allemagne, de l'Europe, bien évidemment. Les nôtres. Bien évidemment. Mais moi, j'aurais aimé l'entendre dire, plutôt que je ne sais pas faire, parce que c'est ce qu'il a dit à 3 reprises dans cette interview, je me mets aux côtés du gouvernement français et du reste de l'Europe pour travailler immédiatement à l'identification de sources d'approvisionnement alternatives. Il ne l'a pas dit. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est compliqué. Parce qu'évidemment, il va falloir à un moment de... Il a résumé son idée, c'est que s'il quitte la Russie, il abandonne tous ses actifs aux mains des Russes. Pour pas un rouble. Ou des Chinois. Ou des Chinois pour pas un rouble. Donc voilà, on est sur ces sujets-là. Compliqué, hein. Allez, tiens, c'est parfait pour marquer une pause et on revient dans un instant. Donc on repart, restons sur ce sujet. Un chiffre quand même, j'avais pas pris la mesure, Société Générale, donc puisqu'on en parlait, c'est 10% des effectifs de Société Générale. 10% des effectifs 10% des effectifs Rosbank. Quand voilà, tu sais 12 000 salariés. À la limite, les milliards, c'est un petit Kerviel, ça se gère, les pertes. Mais 12 000 salariés, c'est quand même un sacré truc. Renault, le marché russe est le 2e marché mondial. Ouais. Et 40%. Le pari Carlos Ghosn est le même pari, celui qu'il a fait au Brésil, celui qu'il a fait en Turquie, celui qu'il a fait en Russie. Ce sont les 3 mêmes paris sur la thèse de François-Xavier. C'est-à-dire, non, mais tu comprends bien ce que je veux dire. Je ne dis pas que tu as tort, mais ces hommes-là étaient convaincus, bien comme sûr. Toi, bien sûr, d'une forme de sens de l'histoire qui allait et je pense qu'à terme, faire croître ces pays. Imagine ce que ça veut dire d'aujourd'hui de vivre en Russie. Tu te rends compte, tu perds ton job, tu as une inflation à 30%, le choc pour les Russes est monumental. Mais François-Xavier, si tu as 40 ans aujourd'hui en Russie,
Mais la masse de choc que tu as pris. Dans les années 90, de l'inflation, tu te l'es prise à 1000%. Dans les années 90, l'ensemble des filles de ta classe étaient prostituées. Non mais, faut se rendre compte de ce que ça représente pour un adulte russe aujourd'hui. La roue de l'histoire, c'est quelque chose de phénoménal. Et donc ça, mais pour eux, c'est un détail. Ah non, tu rigoles. Mais, en tout cas, la question qui me semble forte, c'est est-ce que avec ce choc-là, quelle est la position, encore une fois, du gouvernement actuel auprès de son peuple? Et dans quelle mesure tu arrives à garder un soutien populaire pour une guerre qui est d'une... On ne sait pas ce qu'ils pensent les Russes aujourd'hui. On a peu d'infos là-dessus. Mais enfin, si tu veux... Tu as probablement 10 à 15 000 morts russes depuis un mois. C'est l'estimation qu'on a. Le chiffre américain est de 10 000. Voilà. Tu as quand même autant de familles qui ont reçu une information pas très... Voilà. Alors juste, mais donner la relativité, donc effectivement, les Américains disent 10 000 morts, l'Afghanistan, tout compris, c'est 15 000 morts. Hein. Au total. Donc voilà, c'est 10 000 morts en un mois. Ouais. C'est vraiment une guerre, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est d'une violence hallucinant. Forte intensité. Et je pense qu'un soldat russe, le matin qui rentre dans son tank et qui sait qu'il a une chance non négligeable de se faire pulvériser enfin, je veux dire, ils vont rentrer. Enfin, quand tu regardes les traumatismes des Américains qui rentrent de la guerre en Afghanistan, mais tu t'imagines le truc. Donc il faut quand même comprendre, ou en tout cas essayer d'appréhender le choc massif que ça va être pour la population russe d'avoir cette guerre-là. Et encore une fois, je pense que ça va affaiblir considérablement Poutine. Et sur l'histoire de Total, comment est-ce que tu vois les choses? Tiens, juste le communiqué, donc c'est le roi Merlin qui a été mis en cause, alors directement par Zelensky. Là, je crois qu'il n'y a pas... Alors, tu parlais de communication de crise. Zelensky, à l'Assemblée nationale, boum, le roi Merlin. Et le ministre des Affaires étrangères qui s'est fait Renault dans un tweet en appelant un boycott mondial. Fermer l'entreprise du jour au lendemain, fermer nos magasins serait tout simplement un abandon considéré comme une faillite préméditée, donc illégale, ouvrant la voie à une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie. Voilà. 45 000 salariés, le roi Merlin. Nicolas, pardon, François-Xavier. Oui, François-Xavier. Non, enfin, ça confirme que aujourd'hui, pour des régions d'entreprise, tu as intérêt à avoir un œil sur la rentabilité, mais tu as aussi sacrément intérêt à avoir un œil sur ton positionnement. Le retour de la géopolitique dans les entreprises ? Ouais, ou en tout cas d'un positionnement extra-financier qui juste devient... c'est la RSE puissance 10, quoi. Enfin, c'est en fait quel est mon positionnement. Enfin, en fait, finalement, tu retrouves, pour le meilleur ou pour le pire, une sorte de rôle moral d'une entreprise, ou en tout cas un rôle d'exemplarité qui est pas facile à gérer et pas facile à arbitrer avec des contraintes financières, ça c'est sûr. Nicolas. Là, c'était la semaine dernière, j'ai vu sur un site internet, c'était américain, en fait, ils avaient fait une carte du monde en représentant les pays qui soutenaient la position occidentale, les pays neutres ou les pays qui étaient... et en fait, c'est assez surprenant parce que juste visuellement, physiquement, l'Europe est assez isolée. En fait. Alors, la carte du PIB, c'est pas la même chose parce que là, pour le coup... oui, mais dans quel temps ils mettaient la Chine, par exemple ? Ah, là, c'était neutre. C'était neutre. Et l'Inde ? Et l'Inde, parce que la Chine et l'Inde, donc les deux plus grandes... Voilà, mais en Afrique au Moyen-Orient, enfin sur tous ces bassins-là, ils sont neutres ou alignés, Poutine. Donc voilà, enfin, c'est juste intéressant d'avoir ce point de vue pour se dire que finalement, nous, on trouve que Poutine est isolé. Quand on habite l'Arabie Saoudite, il n'est pas si isolé que ça. Il y a maintenant, 140 pays qui ont voté contre l'intervention comme à l'ONU. Hein. C'était 60 pays. 140, non ? Non. Moi, j'ai un tas de 140 pays qui ont voté contre, et effectivement... Oui, mais François-Xavier, 140, bon, pourquoi pas, si tu as le Salvador qui vote contre. Quand tu as l'Inde et la Chine qui s'abstiennent, si tu veux, c'est pas si isolé que ça. Non, mais ça veut dire qu'en termes de cartes, moi, je vais plus un soutien, en fait, assez largement au-delà de en fait, visuellement, c'était assez... Voilà, alors après, quand on repense la guerre économique, en termes de PIB, on discute pas de la même chose, quoi, mais c'est sûr que même l'Inde pèse encore. Mais alors, ça, c'était mon premier point. Et puis le deuxième point, je pense qu'il faut avoir en tête, parce que c'est à un moment donné la sanction dollar, quoi. Si les Américains crantent la sanction dollar, quand BNP l'a vécu au Soudan, comme avec d'autres, avec l'Irak, si demain il devient interdit de commercer avec la Russie en dollars pour le pétrole et ainsi de suite, là on va passer dans une autre dimension. Oui, c'est-à-dire que les entreprises vont se retrouver encore plus. Enfin, ce débat-là, il a été tranché par notre lâcheté. C'est-à-dire que Gazprom Bank n'est pas soumise aux sanctions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le moment. Donc tu as soumis aux sanctions. C'est même assez surréaliste. Bon, moi je suis un peu sidéré qu'il n'y ait pas un responsable politique, au moins un quelque part, qui dise... Qui le révèle, quoi.
Non, et puis, qui le révèlent, enfin, Mais qui c'est le public, fassent, c'est vrai. Gazprom Bank, voilà. Mais qui disent, ok, les gars, on arrête, quoi. C'est l'hiver prochain et on a 9 mois pour organiser un rationnement de l'énergie. Ok, on sait qu'on ne pourra pas remplacer le gaz russe l'hiver prochain. On a 9 mois pour s'organiser. Enfin, t'appelles McKinsey, doit être capable de faire ça, non? Non, ça va coûter cher. On les paye en rouble. On les paye en rouble. Là, ça devient ingérable. Ça devient ingérable. Tu crois que c'est ingérable, toi? Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec l'effet de l'émotion, demander un petit effort aux uns et aux autres, baisser d'1 degré ou 2 degrés, etc., tout le monde participe. Enfin, il y a eu un peu comme le Covid, il y a une envie d'aider. Mais si demain, c'est plusieurs centaines d'euros par mois sur la facture d'énergie que tu n'as plus, parce que tu n'as plus le chauffage, c'est même plus que tu payes trop cher, c'est que tu n'as plus le chauffage ou que tu n'as plus la bouffe, les gens ne sont pas prêts à le faire. Non, si tu rationnes le gaz, les prix vont baisser quand même. Si tu dis, si tu rentres dans un plan, je dis n'importe quoi, pardon, mais en fait je pense qu'à ça. Tu rentres dans un plan où tu dis, ok les gars, on verra la courbe de température, on vous informera semaine après semaine et on coupera le chauffage, j'en sais rien, entre 11h du matin et 17h. Et on groupe les achats au niveau européen. Non mais là enfin tu vois, je veux dire, mais oui, t'es parti dans un plan de rationnement pour retrouver ta dignité et dire à un moment, stop, plus une goutte de gaz russe. Moi, si tu es dans un plan d'optimisation, parce que moi je pense que là on peut peut-être arriver à trouver, comme les vaccins, avec des systèmes qui vont gérer l'énergie pour protéger l'environnement, etc. Là, il y a peut-être plein de choses à créer. Il y a plein de choses à créer, mais il se trouve que j'ai regardé ce que disent un certain nombre d'experts en termes de production électrique, tu vois. Ouais. T'y es pas, voilà, c'est pas possible. Il faut, si tu veux couper le gaz russe, tu ne peux pas le substituer pour l'hiver prochain. Voilà, c'est pour ça que moi je dis que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts incommensurables juste pour pouvoir dire qu'ils vont intervenir en Ukraine. J'y crois pas. Si tu veux sur le long terme, pas un mois ou deux, mais passer tout un hiver. Ouais, un hiver. Ouais. Non, tu as juste un hiver à passer. Si tu veux vraiment avoir un impact très fort de réduction de la consommation tout en évitant une approche un peu constructiviste, voire soviétoïde, mon cher Stéphane, non, t'as une autre logique qui est de dire je laisse partir les prix et je subventionne, je distribue les chèques, c'est-à-dire que l'État porte ce poids-là, laisse les prix monter. Mais non, François-Xavier, c'est un problème de disponibilité de la ressource. Oui, donc moi, mon sujet, c'est t'arrêtes le gaz russe. T'arrêtes le gaz russe. Plus une goutte. Voilà, c'est fini. Si tu fais ça... si tu fais ça, t'es obligé de rentrer dans une économie de rationnement d'électricité. Si, t'es obligé. De rationnement, oui, non. Mais tu fais comment en Autriche, par exemple, tu fais comment en Autriche qui vit à 100% du gaz russe? Non, mais c'est pour ça que t'es obligé de rentrer. Mais à la limite que les Autrichiens continuent s'ils veulent. Mais t'es obligé de rentrer dans une économie de rationnement. Voilà. Et c'est le prix de ta dignité. Alors, mais bon, rationner 100% de là, c'est non, mais ok, mais je parle pas de l'Autriche, là. Je parle de notre pays. Tu y arriveras plus facilement avec un signal prix, une compensation financière derrière. Mais non, t'as pas la ressource. Mais si tu bloques le robinet, de toute façon, effectivement, tu n'as pas la ressource. Bon, ben voilà, c'est ça. Moi, mon sujet, c'est de bloquer le robinet. Si tu fermes le robinet, la réaction du marché, c'est une hausse des prix. Et donc, s'il y a une régulation par les prix, ça marche très bien. Je ne dis pas que je suis pour, mais ça marche très bien. Et simplement, effectivement, si tu veux que ce soit acceptable socialement, tu compenses par une distribution monétaire. On se comprend pas. Bon, c'est pas grave, on se comprend pas. Refermons la parenthèse. On a fait le tour de... Mais non, mais... Tu n'as pas fait le tour. Non, mais parce que ça me plaît pas qu'on se comprenne pas. Mon sujet, c'est... Aujourd'hui, on a besoin, alors j'aurais dû noter les térawattheures dont on a besoin, là, qui proviennent de Russie et du gaz russe. En gros, voilà, 20% de notre production, notre consommation en gaz, on le sait, mais derrière, c'est un équivalent térawattheure. Je dis, ok, c'est fini, je ne veux plus une goutte de gaz russe. Bon. Mon sujet, c'est simplement que je ne peux plus produire assez d'électricité pour l'hiver prochain. C'est ça mon sujet. Je ne peux plus, même si je fais de l'approvisionnement massif venu d'Algérie, même si je vais voir le Qatar, tu n'y arrives pas. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc après, signal prix, pas signal prix, à la limite, je m'en fous. Tu te fais un petit quoi qu'il en coûte, t'es plus à ça près. Et effectivement, tu compenses. S'il y a une hausse des prix, tu compenses pour les ménages. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faudra qu'on consomme beaucoup moins. Ouais. Voilà. Et donc que tu organises un rationnement.
Voilà, François-Xavier. Non, ça il y a encore une fois, il y a des approches. Tu as ton approche qui est une approche très soviétique, mais très soviétique. Tu me parlais du Covid. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pour lutter contre le Covid? Et tu as l'autre approche. On a rationné en 74 ans. Si tu coupes le tuyau de gaz, et qu'effectivement de fait tu rationnes, tu peux aussi décider que c'est le marché qui régule, et effectivement les prix vont augmenter, et donc effectivement toutes les entreprises et les ménages qui se retrouvent avec un coût du gaz trop élevé pour assurer leur production ou pour se chauffer vont réduire également leur consommation. Ah, et donc les riches se chauffent et les pauvres ont froid. D'où ma question. Waouh, la crise de l'abondance. Mais si tu fais de la redistribution, alors tu changes rien à la consommation? Non, tu redistribues par un. On a déjà eu cette discussion-là sur un autre sujet. Tu redistribues par un chèque. Tu dis je donne 300 €, ou 200 € ou 400 € à tous les ménages pour compenser cette hausse des prix. Et donc effectivement, tu as une incitation. Donc ils vont consommer de l'énergie pour se chauffer. Une incitation. Mais ils vont en consommer un peu, mais ils vont réduire leur consommation parce que ce sera cher. C'est parfait, ça marche très bien. Bon. Encore une fois, c'est la puissance du signal prix. Oui, mais alors je vous promets que lundi, je vous ramène les quantités, en fait, enfin, savoir de quoi on parle, et c'est pas en consommant un tout petit peu moins face à un signal prix, etc., et en arbitrant au quotidien que tu y arrives. En nombre de degrés, traduit le térawattheure, en nombre de degrés dans ton salon pendant l'hiver. Voilà, ça dépend de la température qui fera. Voilà, Stéphane, tu as deux questions. Est-ce que c'est possible ou pas? Je ne suis pas sûr que ce soit possible. Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'en passer. Non, moi non plus. Et si tu pars du principe que c'est possible et que c'est souhaitable, il y a deux options qui sont toutes les deux, qui fonctionnent toutes les deux. Moi, je préfère l'option de marché, mais j'entends tout à fait ton option plutôt planificatrice. Je suis très surpris de ta part. On est en train de perdre nos téléspectateurs et nos auditeurs. Parce que même au-delà du gaz, après, il y a l'histoire du blé, quoi. Et que... le blé, là-dessus, on est autosuffisant, nous, en Europe. Oui, voilà. Mais après, ça finit en famine en Afrique. Exactement. Et ça se retraduit après en immigration, et puis on continue les mêmes sujets. Et c'est là où tu découvres qu'il est sans doute plus simple de rationner le gaz que de rationner le pain. Exactement. Sans doute. Je reviens demain. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je ne sais pas si on n'a pas perdu tout le monde là dans notre discussion. Oui, de quoi on parle? On a fait le tour de nos histoires russes. On a fait le tour. Oui, alors taxation des super profits. Oui, c'est l'autre sujet, effectivement. Taxation des super profits, alors ça aussi, c'est Total, ils connaissent, taxer les super profits des compagnies pétrolières. Oui, c'est un peu la martingale. C'est un peu la martingale. L'Italie va le faire. L'Italie va le faire. Draghi va le faire. Et tu sais quoi? Je pense que passer l'élection présidentielle, c'est un sujet qui va revenir sur la table. Très rapidement. Très, très rapidement. D'autant plus si on met en place une politique de rationnement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la campagne? Allons-y, il nous reste... oui, on a le temps là. Il y a un truc, François-Xavier, qui t'inspire Alors, Nicolas, non, François-Xavier... Non, mais moi, j'avais un peu travaillé sur des sujets un peu de fond avec Gaspard Koenig, qui malheureusement n'a pas passé son cut, mais on était sur des sujets d'une ambition. Non, parce qu'il faut choisir ses idées et passer voilà. T'as raison. Non, on était parti sur des choses très ambitieuses et j'ai un peu du mal à me motiver pour ce qui reste. Ce que je trouve dommage, par exemple, c'est qu'il manque une réflexion de fond. Je prends l'exemple, par exemple, de la retraite. On est encore sur des logiques paramétriques de dire tiens, on va augmenter l'âge de départ à la retraite sans se poser la question de savoir si c'est une bonne idée de financer les retraites par les revenus du travail alors que la société travaille de moins en moins. Ça fait des décennies que les gens travaillent de moins en moins, que les durées d'oisiveté s'allongent. Et c'est plutôt une conquête sociale, le fait d'avoir du temps pour faire autre chose. Mais dans tous les pays, c'est pas qu'en France. Et donc on a un système qui est fondé sur le travail, les revenus du travail financent les retraites, qui ne marche pas. Qui ne marche pas structurellement et qui pourra jamais marcher. Et ce qui m'ennuie un peu, c'est que on est en train de dire on va tordre le système pour qu'il refonctionne contre le cours de l'histoire. Encore une fois, on repart du cours de l'histoire. Mais le cours de l'histoire qui est contre. Et toi, tu penses à la capitalisation, évidemment. Bien sûr. Si c'est le capital qui produit de la richesse, c'est ça qui doit financer la retraite. Bah oui, mais ça, c'est un gros mot, ça, mon pote. Bah ouais, mais du coup, on évite les mots de sujet, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai du mal à me motiver, c'est que c'est intéressant. Tu dis retraite. Je vois les trucs et je me dis ouais, sauf qu'on n'est pas sur les bons sujets, donc c'est ballot. Nicolas.
pareil, j'ai du mal à me motiver. C'est vrai. Oui, j'aurais bien aimé un autre sujet. Non, mais en fait, Bon, j'en suis. Non, mais j'en suis même arrivé à parce que je trouve que Macron est quand même tourné vers l'efficacité. Il ne fait pas de la politique, il fait de l'efficacité. Alors, je suis même plutôt en train d'imaginer la façon dont le programme est construit, à coup d'études marketing, à coup de mesures qui plaisent à une cible bien précise, pour pouvoir aller chercher ses voix et puis faire des agrégats et de faire le constitutif du premier tour et puis après du deuxième tour. Donc en fait, c'est même plus de la politique avec une sens de vision de l'État ou de vision de la France. C'est un travail super efficace de marketeur qui gère l'ensemble de ses lignes de produits et de ses cibles à qui il doit faire consommer. Et l'exemple le meilleur de ce que tu décris, c'est l'histoire du RSA. Eh ben, c'est exactement ça. Voilà. Alors, donc, et en plus, avec une démarche supplémentaire qui est un peu le côté réseaux sociaux. Donc, tu sais, sur les réseaux sociaux, maintenant, tu es enfermé dans ta bulle. Donc, tu lis, il y a toujours un truc qui te plaît parce que tu es toujours en phase. Et puis, de l'autre côté, il y a forcément un truc qui te choque, donc qui te fait agir. Et donc, quand tu lis le programme de la REM, là, comme ça, moi je lisais, il y a plein de trucs qui me font plaisir. Et donc tu es comme sur les réseaux sociaux, tu te dis c'est bien ça. Et puis les trucs que tu n'aimes pas, tu les vois pas. Et donc tu te dis finalement c'est un exercice marketing hors pair qui est brillamment fait avec des gros cerveaux et des études dans tous les sens. Mais est-ce que la politique doit se résumer à un plan marketing quoi ? Juste très vite, puis je te donne la parole, Christophe. L'émission Quotidien a fait un montage hilarant hier sur donc le RSA. Et donc tu as la phrase de Macron dans sa conférence de presse. Donc, une activité obligatoire en compensation du RSA. Et derrière, Bruno Le Maire qui dit... une activité... Alors, la phrase de Macron, c'est une activité ou un emploi obligatoire en compensation du RSA. Derrière, tu as Bruno Le Maire qui dit ce ne sera pas un emploi. Derrière, tu as Denis Ferrand qui dit ce ne sera pas obligatoire. Bruno Le Maire qui dit on ne recommencera pas les travaux d'intérêt général. Jean Castex qui vient sur TF1 dire ça pourrait être un travail d'intérêt général. C'est exactement. Donc on a fait qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour finir de dézinguer Pécresse. Tiens, le truc de Vauquier, c'est parfait. Mais derrière, on n'a absolument pas travaillé. Voilà, puis avec les réseaux, tu retiens juste la bout de phrase qui t'intéresse en disant je suis pour. Et ça fait Excellent. La formule de Coluche, je suis ni pour ni contre, bien le contraire. Et c'est... Comment dire ? Le concept du « en même temps », c'est évidemment un concept de marketing, au-delà de la dialectique façon Copy-Hénin, mais au fond, ça traduit un vieux concept de sciences politiques, quand j'étais étudiant en sciences politiques, un concept anglo-saxon qui s'appelle le catch-all party. Alors, le parti attrape tout, dont la caractéristique est évidemment de constituer un corpus idéologique et programmatique permettant de tout attraper. C'est le signe, pour les politistes anglo-saxons, de la démocratie moderne. C'est qu'à un moment donné, se dégageant peu à peu, finalement, des filiations, appartenances économiques ou socio-économiques, l'électeur, dans les démocraties modernes et développées, veut finir par trouver dans un one-stop shop, pour reprendre les anglicismes, tout ce qu'il attend et tout ce qu'il veut. Emmanuel Macron, c'est l'incarnation de cette politique-là, ni plus ni moins. Après, si tu me poses la question de... C'est la fin de l'histoire version politique. C'est la fin de l'histoire version politique. Après, si tu me demandes ce qui m'intéresse dans cette présidentielle, moi, il y a un truc qui me fascine, alors là, c'est en tant que chef d'entreprise, c'est à quel point on est à front renversé, en particulier sur l'immigration. Quel est le problème aujourd'hui des grands secteurs économiques de notre pays ? La main-d'œuvre, la richesse humaine. On ne trouve pas les gens pour pourvoir les postes. Et on a une campagne qui est en train de jeter aux gémonies, à la haine pour certains, l'immigré est celui qui vient amener sa force de travail à notre pays. On est à contresens de l'histoire pour le coup. On est totalement à contresens de l'histoire économique. Bon, alors, parce que c'est aussi mon boulot. Éric Zemmour, s'il était là, te répondrait d'abord, ben voyons. Et oui, on serait par ça. Et ensuite te dirait que, alors j'ai plus le chiffre en tête, plus de la moitié, de toute façon, c'est plus de la moitié des immigrés sont aujourd'hui au chômage. Oui, parce qu'il y a une bonne partie qui est clandestine. Et qu'on n'est pas régularisé et légalisé. Donc il y a quand même un petit sujet. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne peuvent pas bosser, tout bêtement. Et qui se cachent au fin fond des cuisines, au fin fond des restaurants, et ils bossent. Ils bossent. Si, le chômage, ça veut dire inscrit au chômage.
Bon, enfin bref, mais il y a un sujet. Le vrai sujet, il est là. Mais il y a un sujet, ça, moi, Tu nous as donné les m'intéresse, chiffres. Tu nous as donné les chiffres. Mais ça, c'est les programmes qui butent sur l'emploi. C'est-à-dire, Macron annonce 50 000 recrutements dans Absolument. les EHPAD. J'entendais à la radio la bonne directrice d'EHPAD qui dit, mais vous savez, moi, j'en veux pas 50 000, j'aimerais juste en trouver 2 ou 3 là. Oui, c'est ça. Je les trouve pas. C'est exactement ça. 700 000 foyers rénovés, même chose. Il n'y a pas de Le BTP? filière. Il y a pas. Alors, le BTP, il est là, mais la filière de rénovation, elle est même pas construite, elle n'est pas instruite, et de toute façon, il n'y a pas les bras. Voilà. Donc, on bute sur la main-d'œuvre. Ça, c'est très clair. Et c'est le levier de croissance. On est d'accord. C'est le levier de la croissance, c'est le levier du On désendettement est de ce d'accord. pays. Et voilà, on a une campagne présidentielle qui tape sur l'immigration. Pécresse essaye un petit peu d'amener ce sujet contre, Oui, mais contre Zemmour. Elle essaye, mais comme elle est à front renversé, elle, par rapport à ce qu'elle voudrait dire en fait, elle est bien obligée quand même de dire « Ah oui, l'immigration, c'est pas bien ». Mais quand même, on en a besoin pour bosser, quoi. Voilà. Le concept de quota est quand même très très repoussoir. Hein. C'est pas voilà. Donc ça me désespère. Ça me désespère. Et je trouve que effectivement, on est dans une logique d'une campagne qui est une campagne d'attrition, ni plus ni moins, sans ambition, sans vision. Et Pécresse, si tu avais à assurer la communication de Pécresse, tu partirais en camp. C'est quand même un mystère d'être. Parce que, enfin, on la connaît, quoi. Enfin, et puis on habite en Ile-de-France, on a vu sa campagne. Elle n'a jamais été dans cet état-là. Enfin, c'est quelque chose d'étonnant, quoi. Je pense qu'on touche à des ressorts psychologiques et que pour le coup, effectivement, des conseils de bonne aloi et de, on va dire, rationnels, serviraient pas à grand-chose. J'ai du mal à percer le mystère, moi aussi. C'est pourtant ton métier. François-Xavier, tu veux rajouter quelque chose ? Non, écoute, on a... Oui, super, on va avoir le temps de parler de la musique, alors. On a quelque chose de très décalé avec quelqu'un qui est très largement en tête des sondages et qui va tenter de prendre le moins de risques possible. Parce qu'il sait très bien que si toute prise de position l'amène à s'exposer, alors que là, il est quand même en très très bonne position. Et derrière, des candidats qui ont du mal à se démarquer les uns avec les autres et qui prennent des positions qui sont effectivement plus de l'ordre du marketing et de politique. Mais sinon, sur le fond, là, l'histoire RSA et activité obligatoire, non, parce que toi, tu es pour le revenu minimum. Donc, le revenu universel, bien sûr. Oui, voilà, tu es pour le revenu universel. Toi, donc tu trouves ça absurde. Mais enfin, on va payer des fonctionnaires pour aller contrôler des gens qui ne veulent pas travailler, auxquels tu as filé un boulot qui ne sert pas à grand-chose et avec une productivité dérisoire. Absolument d'accord. Bon résumé, très bon résumé. Enfin, faut arrêter le délire. Revenu universel. Honnêtement, vous êtes tous les trois d'accord, là, toi aussi, Nicolas, revenu universel à fond ? Ah bah ça, le coût du contrôle par des fonctionnaires qui vont être payés 2 fois plus pour aller vérifier des mecs, non, je vois bien la gabegie qui va s'organiser autour de tout ça, quoi. C'est juste, sérieusement, Alors, Jean-Charles Simon nous disait en début de semaine que c'était l'un des pans des lois Hartz. Notamment de la loi Hartz 4. Le sujet, donc, tu avais obligation d'accepter à un moment les jobs à un Pfennig, là, ou un Deutschmark, ou un euro, enfin, je ne sais plus quelle était la monnaie au moment des lois Hartz. Oui, un Deutschmark, c'était peut-être déjà un Deutschmark. Dans une volonté aussi d'être sûr que tu ne bosses pas au noir pendant que tu touches le revenu minimum. Non, mais voilà. La vraie question de la trappe à une activité, c'est ce que tu perds quand tu recommences à bosser. C'est ça la vraie question. Et si je travaille, si je suis au RSA... Ça, la prime d'activité a réglé ce sujet-là. Elle n'a pas réglé, elle l'a réduit. Mais elle l'a un peu réduit. Mais au départ, on partait de 80-90% quand même. C'est-à-dire qu'on partait de... Dans les années 2000, François Bourguignon avait fait un travail très intéressant qui montrait que si tu travaillais pour gagner 1 euro, on t'en reprenait 80-90%. 90 centimes. Donc là, la prime pour l'activité, effectivement, a travaillé sur ce sujet-là, elle a réduit, mais tu gardes quand même un taux d'imposition apparent au niveau des bas salaires qui est de l'ordre de 50-60% encore aujourd'hui. Et donc, en fait, en réalité... T'es sûr de toi, François-Xavier, je te fais confiance, mais même avec les dernières mesures là, qui ont été prises ces 2 dernières années, qui changent un peu la donne quand même. Objectivement, tu perds beaucoup d'avantages à te remettre à bosser. Ça, c'est vrai. Et donc, si tu veux, le problème c'est qu'aujourd'hui, en fait, le problème pourquoi je suis pour le revenu universel ? Parce que tu l'enlèves pas quand tu me remets à bosser. C'est-à-dire que tu dis pas aux gens, voilà un RSA, mais je vous le renlève. C'est un salaire négatif, en fait, le RSA. C'est-à-dire, si vous recommencez à bosser, je vous l'enlève. Donc c'est une désincitation objective au travail. Et c'est ça le gros intérêt de tout le travail qui a été fait sur le revenu universel. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un contresens absolu de dire que c'est pour remplacer le travail. Au contraire, c'est une dimension où, justement, tu le gardes si tu te remets à bosser. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas de désincitation au travail. Ce qui est vraiment important, c'est que l'euro
pour lequel la personne va se mettre à bosser lui rapporte un minimum qui soit de l'ordre de 60-70% de ce qui voilà. C'est Guillaume Richard, le patron de WeCare, qui service à la personne, leader en France, je crois que même en Europe maintenant, qui faisait une démonstration très très claire des effets de seuil et qui fait que quand il a des femmes de ménage ou des jardiniers qui touchent 1 euro de plus se retrouvent à perdre 200 ou 300 euros sur les mois, et qui posait la question que je trouve ultra pertinente à l'heure de la digitalisation, de dire pourquoi on met pas des algorithmes, on met pas juste des formules qui fait qu'on lisse, et que l'ancien boulier dont on avait besoin parce qu'il y avait des seuils et que c'était plus simple de calculer, on l'explose et on fait en sorte que chaque euro gagné fasse 1 euro qui aille directement dans la poche, et qu'on évite de transformer toute cette personne en petits experts comptables en train de se dire est-ce que je te prends 10 euros, là je te le reprends en black, etc. Au moins on met de côté toute cette forme de frustration, ce manque de lisibilité dans le seuil, en faisant en sorte qu'avec un calcul automatique sur les machines, Nicolas, il faut s'y mettre. Voilà. À un moment, il faut que des gars de la tech s'y mettent, tu vois. Voilà, qu'ils aillent directement dans le back-office lisser ça. Ouais. Mais le back-office, attends, là où Nicolas a raison, c'est que c'est juste... Enfin, si tu vas demander... j'ai des exemples concrets de personnes qui étaient au RSA qui sont allées demander à la CAF l'impact de... si je mets... c'est une personne qui vivait seule et qui avait une chambre qu'elle pouvait mettre en location dans son appartement. Si je la mets en location, quel va être l'impact sur mon RSA? Réponse de la CAF, on ne sait pas. Il faut demander au département. Okay, ton département, réponse du département, on ne sait pas. Et en fait, tu as non seulement un effet de perte de revenus, mais en plus, tu ne le sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que tu as une incertitude juridique qui fait que tu ne sais pas du tout ce qui va se passer. Peut-être qu'il ne va rien se passer pendant 2 mois, peut-être au bout de 3 mois, on va te dire « Ah, attention, vous avez fait ci, ça, vous avez 400 euros de RSA derrière. » C'est pas possible de laisser les gens comme ça. Il va leur demander un rescrit fiscal pour toucher 200 euros de plus. Et donc, en fait, tu mets les gens dans une espèce d'incertitude juridique abominable, qui fait qu'aujourd'hui, on a construit une telle complexité. Pourquoi est-ce que je bosse avec Gaspard sur simple? C'est ça l'idée, c'est de dire, précisément, avant même de faire des algorithmes, partons sur des règles beaucoup plus simples. Enlevons l'espèce de tas de spaghettis qu'on a mis en place avec des trucs. Oui, mais ça, alors, mon ami. Mais c'est ça le sujet. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Thierry Mandon, Guillaume Poitrinal. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué. Et c'est en même temps, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Le mot de la fin, il est pour toi, mon cher Jean-Christophe. Tu voulais pas qu'on parle de musique? On n'a pas le temps. Vous reviendrez le mois. Parce que c'est un super sujet. C'est Nicolas qui m'a soufflé le sujet. C'est le business le plus résilient du monde. C'est incroyable. C'est à partir du moment où tu arrives à rémunérer les créateurs, c'est dingue. Tout le monde a besoin de musique. Il y a toute mais il y a toute la mutation de notre économie en fait, dans ce qui s'est passé depuis l'an 2000 sur la musique, y compris maintenant les indépendants, y compris ce que permettent les technologies. Donc ça, on verra ça. Mais ça le point de ma fin. Tous les trois, on se retrouve très très vite. Et nous, on se retrouvera lundi. Oui, c'est ça, lundi. Et en attendant, vous aurez demain évidemment Aurélie Planex. Et je vous souhaite une bonne soirée.